Bonsoir, je suis ravi d'être ici. J'ai un peu connu Cérès Franco, qui est un sacré personnage, mais je ne l'ai pas revu. Et j'allais dans sa galerie parfois, et là je retrouve ici des œuvres que sans doute qu'elle a achetées ou montrées à l'époque où moi je commençais. Et donc il y a des tas de choses qui sont là que j'ai soit exposées, soit achetées aussi. Même si ma vie m'a emmené dans d'autres mondes, mais je retrouve avec beaucoup d'émotion certaines choses. En fait, comme vous savez, la Maison Rouge va fermer, donc c'est mon rôle de prêcher la bonne parole est un peu faussé par cette nouvelle. Donc je viens quand même, parce que d'abord on est encore ouvert, il y a encore 1 an d'exposition, des très belles expositions, et puis après tout, il faudra de toute façon s'occuper de la mémoire de cette Maison Rouge, et donc je continuerai à en parler, parce que ça peut être sur certains points un exemple. La Maison Rouge, c'est un lieu, c'est une enveloppe, et en fait l'histoire de cette Maison Rouge, c'est que la fondation, ma fondation, finançait la Maison Rouge. Du jour où la Maison Rouge ferme, la fondation existe toujours. Moi, j'arrête pas. Il y a des gens qui m'ont enterré. Simplement, je change d'optique. Et donc, la fondation aidera, financera d'autres choses. Quasiment vendu, oui. La dernière fois, je ne suis pas attaché à ça. Moi, dans ma vie, j'ai souvent changé. Et ça peut paraître triste, mais c'est pas un musée. Un musée qui ferme, c'est un drame. Un lieu public qui ferme, c'est un drame, parce que c'est notre. Là, c'est un lieu privé, c'est un être humain. Voilà. Et puis demain, nous-mêmes, on ne sera plus là. Hein, donc voilà. Je commence déjà à travailler. Oui. J'ai des tas de projets de montrer cette collection, de la rendre utile, quoi. J'ai un projet au musée de Grenoble, j'ai plein de projets. Mais c'est passionnant. Hein, Votre collection à vous? Oui, parce que finalement, ce qui est passionnant, c'est de monter, c'est de bâtir une exposition, c'est de la concevoir, de travailler, de réfléchir. Une fois que les choses sont accrochées, c'est de la gestion quotidienne, c'est du gardiennage, c'est du... bon, on sert à quelque chose, j'exagère un petit peu, mais c'est un autre travail. Et ce qui est passionnant, c'est de cogiter. Alors la fondation, elle existera toujours, puisqu'elle a une partie qui est inaliénable, des dons que j'ai fait il y a une 15aine d'années, ou un peu plus. Et donc elle va conserver 2 ou 3 salariés. Enfin, c'est une entité qui va continuer à vivre. Hein. Moi, je suis grenoblois, donc je voudrais aider le musée de Grenoble. Donc transférer un peu ce que je faisais avant sur d'autres sujets. Donc il y a le musée de Grenoble qui est un très beau musée, puis c'est ma ville quoi, de naissance. Je soutiens aussi la création d'un musée d'art brut en face du palais idéal du facteur Cheval, donc c'est dans la commune d'Autrive. Bon, il y a le palais idéal qui est un lieu, qui est un monument incontournable, quoi, qui est fondateur même pour du buffet, qui est un des choses fondatrices et en face il y a un château, donc il va être réhabilité par les fonds publics, hein, c'est pas moi. Et on va créer un musée d'art brut que je soutiendrai. Je suis président d'une société d'amis. Enfin, il y a 1000 choses à faire. Mais ce que j'aimerais, c'est développer une sorte de fonds d'urgence. Il ne s'agit pas d'aider les artistes, ne sont pas des mendiants, hein, mais il y a une multitude d'artistes qui ont besoin de sommes qui, pour la nation, sont 5000 balles, c'est rien. Et pour un artiste, c'est beaucoup. Pour un artiste, c'est beaucoup. Et donc, terminer un film, aider au financement d'un catalogue. Je rencontre des centaines de gens qui ont besoin de coups de main comme ça. Et donc, je voudrais créer un petit fonds qui me permette de manière extrêmement réactive
est subjective, puisque je resterai évidemment... vous voyez, je ne vais pas aider une expo du Grand Palais, quoi. J'en ai rien à cirer. C'est pas... Puis en plus, il faudrait être très riche pour que ça ait un sens. Donc c'est avoir cette action dans un domaine un peu humain, humaniste, humain. C'est lié à ce qu'on est, parce que plus le temps passe, plus on s'intéresse à ce qu'on est. C'est-à-dire que plus une collection devient un autoportrait, finalement, inconsciemment, souvent d'ailleurs. On voit bien que Cérès Franco ne s'intéressait pas à l'art abstrait ou à l'art minimal. Donc, vous-même, vous n'êtes pas marginal. Bah, moi, je me sens... parfois, on me dit que je suis marginal. Ouais. Parfois, on me le dit, ouais. Pour l'instant, ça a toujours été moi. Ah, ce que j'achète? Attendez, mais c'est que moi. Vous n'avez pas le droit de poser cette question. Non, mais même quand... Ah, mais non, mais en revanche, ça n'interdit pas d'avoir des amis qu'on aime. J'ai des gens que j'aime et que je respecte qui me disent va voir ça, c'est génial. On n'est pas non plus des génies sourds. Mais non, c'est vraiment moi. Il m'est arrivé de vendre un lot récemment, enfin il y a 4 ou 5 ans, pour déstocker, parce que je ne pouvais plus garder des choses qui m'intéressaient vraiment plus. Mais je vends quasiment rien. C'est très difficile de les vendre. Et à un moment, j'étais envahi et je me suis un peu déchargé, délesté visuellement, parce que mon entourage ne pouvait plus supporter, ça, quoi. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas une collection, c'est pas un trésor de guerre, quoi. Ça bouge beaucoup, on prête beaucoup. Alors on prête toujours un peu les mêmes. C'est vrai qu'il y a des œuvres qui ne sont jamais prêtées, que je n'ai pas revues depuis 15 ans, mais en fait c'est comme ça. Alors ça par exemple, c'est un exemple extraordinaire parce que finalement, il y a tellement de choses dans le monde au niveau artistique qu'il y a un aléa certain, un hasard dans la rencontre. Ce sont des rencontres en fait, on rencontre des œuvres. Un type est venu me voir avec un bouquin comme ça, d'une artiste qui s'appelle Seya Stoïka, qui est décédée d'ailleurs, qui était Rome, rescapée des camps de la mort. Comme on oublie d'ailleurs que 500 000 Roms ont été... Il y a eu une Shoah à Rome, quoi, si on peut dire. Ça s'appelle autrement d'ailleurs, mais... Et le phénomène extraordinaire, c'est que cette femme n'avait jamais peint de sa vie. Et donc elle est rescapée d'Auschwitz, Bergen-Belsen, elle a tout fait. À 12 ans, rescapée. Et elle s'est mise à raconter 45 ans après. Et à peindre de mémoire, si on peut dire. C'est un drôle de mot en ce qui concerne les camps, mais... et avec un talent... Donc totalement autodidacte et avec un talent fou. Il y a certaines œuvres qui sont extraordinaires. Donc on a commencé à faire... La personne qui est venue me montrer ça s'appelle Xavier Marchand. C'est un directeur d'une troupe de théâtre à Marseille. Il est venu me montrer, je lui ai dit je vais fermer. Donc j'étais malheureux parce que c'était une expo pour nous. Et puis j'ai fini par donc je lui ai dit à ce moment-là, moi je ferme, mais si vous voulez, je vous aide, on fait l'expo, je finance l'expo à Marseille, etc. Et donc l'expo a lieu à Marseille, puis entre-temps j'ai prolongé la fermeture pour pouvoir accueillir cette œuvre incroyable. Donc ça aura lieu en février. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe aussi. Le dessin est devenu une vraie discipline contemporaine et non plus une discipline esquisse, mais une discipline à temps pleine. Donc quand vous avez le salon du dessin à Paris, on voit l'importance que ça. Moi j'ai beaucoup de dessins, j'adore ça. Et je vais faire une expo dans un au Prague Picardie, qui est spécialiste du dessin. Mais en réalité, je ne suis pas un collectionneur de dessins. C'est plutôt ce que l'œuvre raconte que le médium lui-même. Un dessin de Rustin, c'est aussi bien qu'une peinture de Rustin. Enfin,
Ce qui nous touche, c'est ce qu'il dit. Ben, on en reçoit beaucoup parce qu'en plus, moi j'ai une double casquette comme je suis collectionneur. Et la Maison Rouge est un lieu d'exposition, donc on reçoit toutes les semaines. En fait, le problème, c'est que plus le temps passe, plus nos goûts, qu'ils soient bons ou mauvais, s'étroitisent. Moi, je fais la FIAC en 1 heure maintenant. Je passe devant un Rothko m'emmerde, donc je ne vais pas regarder Rothko pendant 2 heures. Vous voyez, donc en fait, chacun a son mauvais goût. Hein. Et finalement, comme je sais ce qui m'intéresse, quand je reçois un abstrait géométrique, je n'ouvre même pas le catalogue. Enfin, je lui réponds gentiment, mais je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est que nécessairement, sinon on deviendrait fou. C'est-à-dire que si on n'a pas tous des choix subjectifs, on deviendrait fou. Il y a des trucs qui ne sont pas dans mon goût, puis il y a des trucs qui sont mauvais. On devient un peu difficile. On devient... difficile ou c'est une certaine usure en fait Non, c'est pas une usure, parce que j'ai toujours autant de plaisir et de fantasmes à assouvir dans l'art. Hein. Donc c'est pas du tout une usure, au contraire, mais c'est une rapidité à éliminer ce qui rentre pas dans l'autoportrait, quoi, c'est tout. En fait, ça c'était très joli, enfin c'est pas de moi, c'est que c'est un, comment il s'appelle, le conservateur du musée d'Ajaccio, qui est un spécial, Costamagna, qui est un type assez intéressant, qui a écrit un livre sur ce que pourrait être l'œil absolu, parce il racontait qu'il y avait 4 connaisseurs dans le monde sur telle peinture, telle œuvre italienne. Et ça m'avait beaucoup amusé parce qu'en fait, est-ce que ça peut exister? Dans la musique, ça existe. L'oreille absolue, c'est connu. C'est les gens qui, en un quart de seconde, identifient la note. Bon, dans les arts visuels, ça n'a aucun sens. J'ai une passion pour ce qu'on appelle les bondieuseries. Les bondieuseries, c'est des objets catholiques. Sulpicien Non, ça peut être beau. Hein. C'est quand même la seule religion qui nous a donné quelque chose de qualité en art. Non, des crucifix, j'ai des paperoles. J'adore ça. Et pourtant, je ne suis pas du tout branché nécessairement, mais je trouve que c'est la plus belle histoire du monde, quoi. C'était fait en général dans les couvents et c'est fait avec du papier dont la tranche est dorée et donc parfois c'est d'une habileté extraordinaire. Ils font des motifs floraux, ça peut être du 17e, je crois que le plus ancien c'est 17e, et ils incluaient dans ces décors de papier, on appelle ça des papiers roulés aussi chez les brocanteurs, et ils incluaient des reliquaires, des ossements. Et donc, moi j'ai toujours adoré ça, c'est très très beau. Oui. Plus besoin de place. Oui, c'est maintenant, mais de toute façon, la collection moderne, c'est une collection qui est nécessairement une réflexion sur le stockage. C'est mon grand-père qui avait quelques dizaines de tableaux. Au pire, il avait une petite étagère dans son bureau pour les mettre. Il y a quand même... la grande révolution à partir des années 60, c'est quand même ça. Non, mais en fait, il ne s'agit pas d'un tableau comme ça, vous n'avez pas à le comprendre ou pas. Vous y mettez ce que vous êtes. Mais quand il s'agit d'une œuvre conceptuelle, vous ne pouvez pas avoir une phrase en anglais sur votre mur sans expliquer que c'est un artiste du land art ou de je ne sais quoi. Et en fait, il y a le phénomène de marché fait que les gens peuvent avoir chez eux des œuvres. Ou je sais pas, par exemple, celui qui fait les pubs Marlboro, là, je trouve ça absolument... enfin bref, il y a dans ce monde de l'art contemporain qui ne me plaît pas, parce qu'il y en a un autre qui me plaît, de la mondanité, du snobisme, on a sur son mur un billet de banque, quoi. Le regardeur doit être modeste parce que on n'est pas des génies et l'artiste nous devance très souvent. Donc voilà, moi souvent je dis bon c'est pas mon truc mais il faudrait approfondir,
Sauf quand c'est carrément mauvais, vous n'êtes pas obligé de dire bon, je vais comprendre un jour, si c'est mauvais, c'est mauvais. Et le mec, il sera mauvais toute sa vie. Quand on est con à 15 ans, on le reste toute sa vie. Non, ça... Non, parce que ce que je trouve bon, vous allez le trouver mauvais. Non, c'est inexplicable, ça. C'est 40 ans de promenade et de regard et de culture visuelle. Et puis étayé quand même par des connaissances, parce que l'œil, il n'y a pas que l'œil, il y a aussi la tête quand même. Il faut... En fait, je crois que pour s'intéresser à tout ça, il faut avoir un peu étayer le plaisir visuel de quelques connaissances. Ne serait-ce que pour savoir ce qui a été fait, de qui on s'inspire, d'où ça vient. Mais moi, je sais rien. Je veux dire, je mourrais sans savoir. C'est-à-dire qu'on a tout. C'est immense, quoi. C'est comme l'art primitif. Il faudrait 10 vies pour être vraiment compétent. En général, quand il y a beaucoup de monde, elles ne sont pas nulles. Le succès n'est pas signe d'une expo médiocre. Mais non, quand je dis les plus belles expos, c'est celles qui me sont chères, celles que je voulais faire depuis longtemps, par exemple Kudo. Et puis Kudo, ça a été un travail formidable avec Anne Tronche, qui est morte d'ailleurs. Il y a Trinkwalder avec Augustin Lesage, ça je voulais le faire. J'ai fini par faire des choses que je voulais faire avant. Arnulf Freiner, enfin, donc on a des expos favorites, des préférences, quoi. Si on me disait garde 4 expos pour résumer ce que tu as fait pendant 15 ans, je sais lesquelles je garderai. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup.